Mon fils a exigé que je paie la dette de 300 000 $ de sa femme, alors je me suis volatilisée sans un mot. J'ai besoin d'argent, maman, a dit mon fils en me tendant un dossier comme s'il s'agissait d'une simple facture ménagère. C'est la dette de ma femme, 300 000 $. Ne me déçois pas, a-t-il ajouté, sa voix empreinte de mépris. Je me suis contentée de sourire et de me verser une autre tasse de café pendant qu'il continuait de faire défiler l'écran de son téléphone. 6 heures plus tard, mon compte en banque était vide. Ce soir-là, quand ils sont revenus chercher l'argent, la maison était vide. Seule une enveloppe reposait sur la table de la cuisine. Quand ils l'ont ouverte, leurs visages sont devenus blêmes. Le lendemain matin, la sonnette a retenti 3 fois de suite, rapidement, comme si quelque chose d'urgent s'était produit. Je savais qui c'était avant même d'ouvrir la porte. Mon fils, Richard, ne se montrait à l'improviste que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. J'ai posé ma tasse de thé à moitié vide sur le comptoir et j'ai lentement traversé le couloir. À travers la fenêtre du salon, j'ai vu son SUV de luxe garé négligemment devant le portail. Richard avait hérité du sens des affaires de son père, mais ni de sa patience ni de son empathie. Quand j'ai ouvert la porte, il était déjà là. Téléphone dans une main, une enveloppe marron dans l'autre. Son visage, si semblable à celui de son père, était tendu. « Maman », a-t-il dit en me frôlant sans même une étreinte. Juste un baiser du bout des lèvres, par obligation. Il faut qu'on parle. Richard est entré directement dans la cuisine comme si l'endroit lui appartenait encore, bien qu'il ait déménagé il y a plus de 15 ans. Il s'est assis sur ma chaise, a posé l'enveloppe sur la table et a continué de taper sur son téléphone. Une tasse de café serait la bienvenue, a-t-il dit sans lever les yeux. Je l'ai préparé machinalement. 10 ans de veuvage, et je servais toujours les hommes de ma vie, comme si c'était mon unique raison d'être. En posant la tasse devant lui, j'ai remarqué que ses doigts étaient crispés, ses jointures blanchissant tandis qu'il tapait. « Comment vont Fernanda et les enfants ?» ai-je demandé, faisant allusion à ma belle-fille et à mes petits-enfants que je voyais rarement. « Ils vont bien », a répondu sèchement Richard. Finalement, il a posé son téléphone et a bu une gorgée de café. Je vais aller droit au but. Maman, j'ai des ennuis. Je me suis assise en face de lui. L'horloge au mur faisait un lent tic-tac. Fernanda s'est fourrée dans une sale affaire, a-t-il dit en faisant glisser l'enveloppe vers moi. Elle a fait un mauvais investissement. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des avis de dette et un contrat de prêt sur lequel était inscrit en gras et en rouge, 300 000 $. Mon cœur s'est serré. C'était la quasi-totalité de mes économies pour la retraite, plus ce qui restait de la vente de notre appartement en ville après le décès de mon mari, Edouard. Richard, ai-je dit d'une voix rauque. C'est presque tout ce que j'ai. Il a pris une autre gorgée, ses yeux froids croisant enfin les miens. Maman, tu n'as pas vraiment besoin de cet argent. Tu vis seule ici. Tout est payé. Tes dépenses sont minimes. Tu as 68 ans. Pourquoi est-ce que tu l'économises ? Ces mots m'ont frappé comme une gifle. La maison, mon unique bien, était toujours à son nom. Une décision d'Edouard, des années auparavant, soi-disant pour éviter les problèmes de succession. Ce n'est pas si simple, ai-je murmuré. J'ai encore des médicaments, des visites chez le médecin. Richard a tapoté la table, m'interrompant. Fernanda s'est fait arnaquer. D'accord. Elle a fait confiance aux mauvaises personnes. Si on ne paie pas d'ici demain, les choses vont mal tourner. Ce ne sont pas des banquiers, maman. Ce sont des gens dangereux. À quel point dangereux, ai-je demandé, la voix tremblante. Tu n'as pas besoin de connaître les détails, a-t-il dit avec impatience. Fais-moi juste confiance. C'est juste un prêt. Je te rembourserai dès que l'entreprise se stabilisera. J'ai regardé l'enveloppe, puis le visage de ce garçon qui jouait autrefois dans mon jardin, devenu aujourd'hui un étranger assis dans ma cuisine. Tu m'as déjà emprunté de l'argent, Richard. Je n'ai jamais vu un seul dollar revenir. Son expression s'est assombrie. Cette fois, je suis sérieux, maman. Ce n'est pas le moment de faire du drame. Il s'est levé et a commencé à faire les 100 pas comme un animal en cage. Je suis ton fils unique.
Tu as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour moi. J'ai reconnu ce ton familier, la même manipulation qu'Édouard avait utilisée pendant des décennies. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit doucement. Il n'y a pas de temps, a-t-il répliqué sèchement. J'ai besoin de l'argent sur le compte aujourd'hui. Demain, ce sera trop tard. Il s'est placé derrière moi, posant sa main sur mon épaule. Elle me semblait lourde, comme une chaîne. Maman, a-t-il dit, le ton plus doux maintenant. Tu sais, je ne te le demanderai jamais si ce n'était pas sérieux. C'est pour la sécurité de Fernanda, pour la sécurité de notre famille. Ce mot, famille, le sortilège qui m'avait maintenu dans l'obéissance pendant des années. D'accord, ai-je chuchoté. Je vais faire le virement. Richard a expiré de soulagement, souriant pour la première fois depuis son arrivée. Merci, maman. Je savais que je pouvais compter sur toi. Il a regardé sa montre. J'ai une réunion, mais je reviendrai ce soir pour le dîner et on finalisera ça. D'accord. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Il a attrapé le dossier, m'a embrassé sur le front et est parti. Ne me déçois pas, maman, a-t-il dit, comme un parent grondant un enfant. La porte a claqué. Je suis restée là, fixant la tasse de café à moitié pleine, réalisant que je venais de commettre une terrible erreur. Par la fenêtre, j'ai regardé sa voiture démarrer en trombe, projetant des graviers sur le jardin que j'entretenais depuis des années. Et puis, une idée m'a frappée, une idée que l'ancienne moi n'aurait jamais osé envisager. J'ai pris le téléphone et composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis des années. Marissa, c'est Diane. J'ai besoin de ton aide. Moins de 30 minutes plus tard, mon amie est arrivée. Marissa et moi nous étions rencontrés à l'université il y a près de 50 ans. Elle était devenue avocate. J'avais abandonné pour épouser Édouard. Elle n'avait jamais approuvé mon choix, mais avait toujours été là, attendant que je me réveille. 300 000 $. Marissa a failli s'étouffer avec son thé. Diane, tu es folle? C'est tout ce que tu as. J'ai secoué la tête, sentant le poids de la vérité. Ce n'est pas la première fois. L'année dernière, c'était 100 000 $ pour développer son entreprise. Avant ça, 50 000 $ pour régler un problème de fournisseur. Je n'ai jamais revu un centime. Marissa a violemment posé sa tasse. Pourquoi continues-tu à faire ça, Diane? Tu étais si intelligente. Pourquoi ne vois-tu pas ce qui se passe? Sa question m'a frappée comme un coup de poing dans la poitrine. Je suis restée silencieuse. Parce que c'est mon fils, ai-je finalement dit, le vieux réflexe parlant pour moi. Et tu es sa mère, pas sa banque, a rétorqué Marissa. Édouard t'a manipulé pendant 30 ans, et maintenant ton fils suit le même chemin. Quand vas-tu arrêter ça? J'ai regardé le jardin où mes roses avaient enfin fleuri après des années de lutte dans une terre pauvre, tout comme moi, survivant contre toute attente. Aujourd'hui, ai-je dit, me surprenant moi-même. Aujourd'hui, a demandé Marissa. J'ai pris une profonde inspiration, sentant quelque chose se briser en moi, puis se reconstruire. Je veux que tu m'aides à transférer tout mon argent sur un compte que Richard ne connaît pas, et je veux partir avant qu'il ne revienne. Les yeux de Marissa se sont écarquillés. Puis elle a souri lentement. Diane Miller, j'ai attendu près de 50 ans pour t'entendre dire ça. Elle a sorti son téléphone. J'ai un appartement de vacances vide en Floride. Les clés sont à mon bureau. Il revient ce soir, c'est ça? Ça nous donne environ 10 heures. C'est plus que suffisant. Premier arrêt, la banque. Ensuite, nous irons chez le notaire pour mettre en place une représentation légale au cas où il tenterait quelque chose. Après ça, on fait les valises et on part. J'étais à la fois terrifiée et exaltée. Je n'avais jamais pris une décision audacieuse de ma vie. Il va devenir fou, ai-je marmonné. Marissa m'a pris la main. As-tu peur de lui? J'ai pensé au visage de Richard quand les choses n'allaient pas dans son sens. Sa voix qui durcissait, ses yeux qui devenaient froids. Oui, ai-je admis, comme j'avais peur de son père. Alors il est temps d'arrêter d'avoir peur, a dit Marissa en me serrant la main. Va faire tes valises.
Je suis montée à l'étage et j'ai sorti une valise que je n'avais utilisée que 2 fois en 10 ans. J'ai emballé quelques vêtements, des médicaments, des documents et quelques bijoux sentimentaux. Dans le tiroir, j'ai trouvé une petite boîte en bois dont Edouard n'avait jamais connu l'existence, plusieurs milliers de dollars que j'avais économisés en vendant des pâtisseries et des broderies au fil des ans. Mon petit acte de défi secret. J'ai pris une photo encadrée de ma mère, puis je me suis arrêtée devant une photo de Richard enfant. Après un moment d'hésitation, je l'ai reposée. Quand je suis revenue au salon, Marissa était au téléphone. Le vol pour la Floride est confirmé pour 15 heures. On aura le temps pour la banque et le notaire. À la banque, le directeur m'a regardé avec surprise quand j'ai demandé à tout transférer sur un nouveau compte. Vous êtes sûr? C'est une somme considérable. Absolument certaine, ai-je dit en signant les papiers. Et s'il vous plaît, n'envoyez pas de relevé à mon domicile. Pendant que nous attendions, Marissa m'a regardé. Qu'est-ce que tu comptes laisser à Richard? Un mot, ai-je dit, et une leçon qu'il aurait dû apprendre depuis longtemps. De retour à la maison, j'ai écrit un court message et je l'ai soigneusement posé sur la table de la cuisine. Celle qui t'a déçu, c'est moi. Cette dette ne peut être remboursée avec de l'argent. En tirant ma valise vers la porte, j'ai jeté un dernier regard à la maison qui avait été ma prison. Dans le jardin, les roses se balançaient au vent, libres et fortes, comme je le serais désormais. Dans le taxi pour l'aéroport, Marissa m'a tenu la main. Ça va? La ville défilait à toute vitesse par la fenêtre, emportant avec elle les années que j'avais perdues. Pas encore, ai-je dit. Mais ça ira. L'appartement de Marissa en Floride était petit mais confortable, avec vue sur l'océan. La première nuit, je me suis assise sur le balcon, écoutant les vagues. Quand j'ai rallumé mon téléphone, il y avait 17 appels manqués de Richard. Je l'ai éteint à nouveau. Je n'étais pas prête. Il te trouvera un jour ou l'autre, a dit Marissa en servant du vin. Il nous faudra un plan à long terme. J'ai hoché la tête, étrangement en paix. Je n'aurais jamais cru avoir le courage de faire ça. J'ai toujours su que tu l'avais, a souri Marissa. Tu avais juste besoin d'un coup de pouce. Les jours suivants, mon téléphone n'a pas cessé de sonner. Richard, sa femme Fernanda, et même ma sœur Claudia, tous y avaient été mêlés. Dans un message vocal, la voix de Richard oscillait entre la supplication et la menace. Maman, s'il te plaît, rappelle-moi. Tu ne peux pas disparaître comme ça. La maison est à mon nom. Tu te souviens? Réfléchis bien, maman. Une semaine après mon départ, j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai ouvert un nouveau compte en banque, loué un petit appartement près de la plage, et j'ai vendu des pâtisseries et des broderies au marché local. À 68 ans, je n'avais jamais vraiment travaillé auparavant, mais à ma grande surprise, les gens adoraient ce que je créais de mes propres mains. Marissa est restée à New York, mais elle était mes yeux et mes oreilles. Elle m'a raconté comment Richard s'était présenté à son bureau, furieux, exigeant de savoir où j'étais, menaçant d'intenter une action en justice, affirmant que j'étais mentalement inapte. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ai-je demandé. Je lui ai dit que tu étais parfaitement saine d'esprit. Et que s'il continuait ses menaces, je déposerais une demande d'injonction d'éloignement. Marissa a ri. Tu aurais dû voir sa tête. Je parie que personne ne lui avait jamais dit non auparavant. À la fin du premier mois, j'ai reçu une lettre de l'avocat de Richard, exigeant mon retour immédiat, citant des inquiétudes sur ma santé mentale et menaçant de prendre le contrôle de mes biens. Dans la même enveloppe se trouvait une note manuscrite de Fernanda, remplie de désespoir. Diane, s'il te plaît, reviens. Richard est hors de contrôle. Les créanciers se rapprochent. Nous avons besoin de toi. J'ai tout transmis à Marissa, qui a répondu formellement en mon nom, joignant mon dernier rapport médical confirmant ma parfaite santé, ainsi qu'un relevé détaillé de tout l'argent que Richard m'avait contrainte à lui prêter au fil des ans. Tout ira bien, m'a rassuré Marissa. Mais Richard n'abandonnera pas facilement. Il vient de perdre sa banque personnelle, et c'était toi. Ça le rend fou. Le mois suivant, j'ai eu une visite inattendue. Ma belle-fille, Fernanda, s'est présentée à la porte de mon petit appartement de location.
Son visage était pâle, son corps amaigri. Comment m'as-tu trouvé, ai-je demandé, stupéfaite. Nous avons engagé un détective privé, a-t-elle dit, l'air honteux. Je peux entrer? J'ai hésité, mais j'ai fini par ouvrir la porte. Fernanda a regardé le petit appartement, surprise. C'est confortable, a-t-elle dit, clairement décontenancée que j'ai choisi une telle simplicité après avoir quitté une grande maison. C'est à moi, ai-je répondu doucement. Nous nous sommes assises sur le petit balcon, l'océan scintillant au loin. Fernanda tenait sa tasse de thé, les mains tremblantes. Les choses vont mal, Diane, a-t-elle murmuré. Richard a changé. Il est devenu colérique et instable. Sa voix s'est brisée. Et mes petits-enfants ont peur. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Richard a vendu la voiture. Maintenant, nous essayons de vendre l'appartement de la plage pour rembourser la dette. Elle a marqué une pause. Ce n'est pas seulement 300 000 $, Diane. C'est beaucoup plus. Je n'étais pas surprise. Edouard avait fait la même chose, cachant toujours plus de dettes. Alors, tu n'es pas venu pour me convaincre de revenir, ai-je dit. Tu es venu demander plus d'argent. Fernanda a baissé la tête. C'est plus compliqué que ça. Les gens à qui nous devons de l'argent ne sont pas patients. Richard leur a dit que tu avais encore de l'argent. Un frisson m'a parcouru. Il s'était servi de moi comme garantie. Le silence de Fernanda en disait long. Tu dois partir, Fernanda, ai-je dit en lui saisissant la main. Prends les enfants et va chez tes parents. Ce n'est pas si facile, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Ils contrôlent tout, les comptes, les papiers, même mon téléphone. Je ne sais pas comment j'ai réussi à m'échapper. Je l'ai regardé, le cœur serré. Tout comme je ne savais pas comment m'en sortir, mais je l'ai fait. Je peux t'aider, ai-je dit. Pas avec de l'argent, mais pour retrouver ta liberté. Fernanda m'a regardé, la peur et l'espoir se mêlant dans ses yeux. Il nous trouvera, comme il t'a trouvé. Alors nous serons prêtes, ai-je dit, sentant une force que je n'avais jamais connue auparavant. D'abord, nous te sortons de là, toi et les enfants. Après le départ de Fernanda, avec un plan concret et un nouveau téléphone dont j'avais caché le numéro dans sa botte, je me suis assise sur le balcon, regardant le coucher du soleil. Le ciel orangé brûlait intensément, comme le symbole de ma propre transformation, des ténèbres à la lumière. Mon téléphone a sonné. C'était Marissa. Fernanda est venue te voir, n'est-ce pas, a-t-elle demandé immédiatement. Comment le savais-tu? Richard s'est encore pointé à mon bureau. Cette fois avec un usurier. Un grand type, le visage couvert de cicatrices. Ils ont fait des allusions. Voulant savoir où tu étais. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai dit que s'ils osaient te toucher, toi, moi ou quiconque lié à toi, je ferais en sorte qu'ils passent le reste de leur vie en prison. Marissa a fait une pause. Diane, ça devient dangereux. Richard est désespéré maintenant. Je sais, ai-je murmuré, regardant le dernier rayon de lumière disparaître sous l'horizon. Et les gens désespérés font des choses désespérées. Le lendemain matin, on a frappé fort à la porte. Mon cœur s'est emballé, Richard m'avait-il retrouvé? Mais quand j'ai regardé par le Judas, j'ai vu une femme que je ne connaissais pas. Êtes-vous Diane Miller, a-t-elle demandé alors que j'entr'ouvrais la porte, laissant le loquet en place. Oui. Elle a brandi un signe. Je suis l'inspectrice Olivia, de la police. Nous devons parler de votre fils, Richard Miller. Mon cœur battait la chamade. Il a des ennuis? Olivia a gardé son calme. Puis-je entrer? Je l'ai fait entrer et j'ai préparé du café. Elle s'est assise sur le petit canapé du salon. Madame Miller, a-t-elle commencé. Votre fils fait l'objet d'une enquête pour fraude financière, falsification de documents et lien avec un réseau d'usuriers. Nous devons savoir si vous étiez au courant de l'une de ces activités. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Une partie de moi avait toujours senti que les affaires de Richard n'étaient pas honnêtes, mais entendre les mots « enquête criminelle » m'a secoué. Je savais seulement qu'il avait des problèmes financiers,
ai-je répondu, mais je ne réalisais pas à quel point c'était grave. Elle a pris des notes, puis a demandé, « Vous avez quitté votre domicile il y a environ 2 mois, c'est exact? Pourquoi ?» Je lui ai tout raconté, les prêts répétés, la manipulation, la pression pour les 300 000 $. Olivia a écouté attentivement, griffonnant de temps en temps. Vous a-t-il déjà fait signer des documents en votre nom ou sans vous les expliquer? J'ai réfléchi. Oui. Il y a quelques années, il m'a fait signer des papiers pour pouvoir transférer de l'argent facilement en cas d'urgence. Il disait que c'était pour me protéger dans mes vieux jours. Elle a hoché la tête. Nous avons trouvé plusieurs transactions suspectes sur des comptes à votre nom. Des comptes dont vous ne connaissiez probablement même pas l'existence. J'ai fermé les yeux, l'estomac noué. Richard ne m'avait pas seulement manipulé. Il avait usurpé l'identité de sa propre mère. Que dois-je faire maintenant? Ai-je demandé, essayant de rester calme. Nous allons continuer l'enquête. Vous devrez bientôt faire une déposition officielle. Et pour être honnête, votre fils pourrait être inculpé dans les prochaines semaines. Vous devriez également être prudente pour votre sécurité. Quand Olivia est partie, j'ai immédiatement appelé Marissa. Elle a promis de prendre un avion pour la Floride le jour même. J'ai toujours suspecté Richard d'être impliqué dans des affaires louches, a-t-elle dit au téléphone, mais pas à ce point. Cet après-midi-là, j'ai reçu un texto de Fernanda. Il a découvert notre plan. Je suis enfermée dans la chambre avec les enfants. Il est en train de tout casser. Mon corps entier s'est glacé. J'ai immédiatement appelé Olivia, qui a envoyé des policiers chez Richard. Les heures suivantes se sont écoulées dans la peur et les appels téléphoniques sans fin. À la tombée de la nuit, j'ai appris que Fernanda et les enfants étaient en sécurité, tandis que Richard avait été arrêté pour résistance à une intervention policière. Plus tard dans la soirée, Marissa est arrivée et m'a trouvée assise en silence sur le balcon, fixant l'océan sombre. Elle s'est assise à côté de moi sans un mot pendant un moment, puis a demandé, « Comment te sens-tu » ? « Coupable, ai-je murmuré. Si je n'étais pas partie, peut-être que les choses auraient été différentes. Marissa a secoué la tête. Non, Diane. Si tu n'étais pas partie, tu aurais sombré avec lui. Peut-être même que tu aurais été impliquée dans ces arnaques. Elle m'a tenu la main. Tu as fait la seule chose que tu pouvais faire. Tu t'es sauvée, et peut-être que tu as aussi sauvé Fernanda et les enfants. Le lendemain matin, le titre du journal m'a stupéfié, homme d'affaires arrêté pour fraude et lien avec le crime organisé. La photo montrait Richard, menotté, emmené par la police un étranger, pas mon fils. Le téléphone a sonné. C'était Olivia. Madame Miller, votre fils veut vous voir. Il ne parlera qu'à vous. J'ai regardé Marissa, qui savait déjà. Tu n'es pas obligé d'y aller, a-t-elle dit. Pas après tout ce qu'il a fait. Je dois le faire, ai-je dit fermement, me surprenant moi-même. J'ai besoin de le regarder dans les yeux pour mettre un terme à tout ça. Le poste de police était froid, les néons rendant chaque ride de mon visage plus profonde. Richard a été conduit dans la salle des visites, les mains menottées, portant un uniforme de prison gris qui le faisait paraître plus petit, plus vieux. Quand il m'a vu, ses yeux si semblables à ceux de son père se sont remplis de larmes. « Maman, tu es venue. » Je me suis assise en face de lui, gardant mes distances. « Tu voulais me voir. »« Je suis là. Je suis dans de beaux draps, maman. »« Tu ne comprends pas, » a-t-il dit rapidement. « Ces gens ne plaisantent pas. Si je ne peux pas les payer. »« Non, l'ai-je interrompu calmement. C'est toi qui ne comprends pas. Je ne suis pas venu te donner de l'argent. Ce temps est révolu. » Son visage s'est durci, passant de la faiblesse à la colère. Tu m'as laissé tomber quand j'avais le plus besoin de toi. Tu as abandonné ta famille. Non, ai-je dit en prenant une profonde inspiration. Je dirai à tes enfants que leur père a fait les mêmes mauvais choix que son grand-père, et que j'ai finalement fait ce qui était juste. Richard a frappé la table avec ses mains menottées. La maison est toujours à mon nom. Il ne te reste rien. Il me reste moi-même, ai-je dit en me levant. La seule chose que j'ai failli perdre à cause d'hommes comme toi est ton père. Je me suis tournée vers la porte, puis je me suis arrêtée.
Fernanda et les enfants sont en sécurité. Ils auront une chance de recommencer, loin de toi. Moi aussi. En sortant du poste, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. Le soleil de Floride brillait, éclatant et chaud après les lumières froides et artificielles de l'intérieur. Marissa attendait dans la voiture. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé. J'ai regardé le bâtiment où j'avais laissé à la fois mon fils et mes années d'aveuglement. La liberté, ai-je dit, esquissant mon premier sourire sincère depuis des années. 6 mois ont passé depuis mon départ et l'arrestation de Richard. L'hiver est arrivé, les vents marins sont devenus plus forts, les vagues plus agitées. Mon petit appartement était devenu un vrai foyer, avec des plantes en pot sur le balcon et des broderies colorées que j'avais faites accrocher au mur. Fernanda et les enfants, Lucas, 8 ans, et Mariana, 6 ans, avaient déménagé dans une ville tranquille de l'intérieur, près de sa famille. Nous nous appelions en vidéo chaque semaine. Marissa m'avait appris à utiliser la technologie. Les enfants s'adaptaient, bien qu'ils demandent encore parfois des nouvelles de leur père. Mamie, quand est-ce qu'on peut venir te voir, a demandé Lucas. Pendant les vacances d'été, en juillet, ai-je promis. On construira des châteaux de sable et on ramassera des coquillages sur la plage. Fernanda est apparue à l'écran, souriant doucement. Elle avait l'air en meilleure santé maintenant, les joues roses, les yeux doux. Tu nous invites vraiment, Diane? Bien sûr. L'appartement est petit, mais il y a de la place pour tout le monde. Je veux entendre les rires des enfants ici. Après l'appel, je me suis assise à regarder les vagues frapper le rivage. Le procès de Richard aurait lieu le mois prochain. Les accusations étaient graves, fraude, faux et usage de faux, association de malfaiteurs. Marissa prédisait au moins 10 ans. J'avais accepté de témoigner, non par haine, mais pour la justice pour moi, pour Fernanda, et pour tous ceux que Richard avait trompés. Puis le téléphone a sonné, un numéro inconnu. Madame Diane Miller, a dit une voix masculine. Oui, qui est à l'appareil? Je suis Robert Mendes, l'avocat de votre fils. Ma poitrine s'est serrée. Dernièrement, Richard changeait constamment d'avocat, chacun promettant des miracles mais n'obtenant rien. Que voulez-vous? Richard veut négocier. Il a des informations sur des opérations plus importantes qui pourraient intéresser les procureurs en échange d'une peine plus légère, mais il a besoin de votre aide. J'ai soupiré, sachant déjà où cela menait. Une aide financière, n'est-ce pas? Pour payer votre soi-disant équipe juridique spéciale. 200 000 $, a-t-il dit. J'ai ri. Incroyable. Je n'ai pas ce genre d'argent, et même si je l'avais, je ne le dépenserais pas pour ça. Madame Miller, son ton s'est durci. Votre fils pourrait purger plus de 10 ans. En tant que mère, vous. En tant que mère, les jeux interrompus, j'en ai assez fait pendant des décennies. Richard affrontera les conséquences lui-même. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis l'avocat a parlé doucement. Il m'a dit que vous réagiriez comme ça. Il m'a demandé de vous dire qu'il a toujours des copies des papiers que vous avez signés autrefois, des documents qui pourraient vous impliquer dans certaines de ces affaires. Mon estomac s'est noué, mais ma voix est restée ferme. Dites à mon fils que le chantage est un autre crime à ajouter à sa liste et que je suis prête à affronter tout ce qui viendra si cela signifie mettre fin à ce cycle. J'ai raccroché, la main tremblante, et j'ai immédiatement appelé Marissa pour tout lui raconter. Il bluffe, m'a assuré Marissa. Chaque document que tu as signé a déjà été vérifié par la police comme ayant été obtenu sous la contrainte. L'enquête a clairement établi son mode de fonctionnement. Pourtant, je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis restée éveillée, me remémorant chaque papier que j'avais signé pour Richard ou Edouard. Tant de contrats, d'autorisations, de documents que j'avais à peine survolés parce que je croyais qu'ils agissaient dans mon meilleur intérêt. Le lendemain matin, on a frappé fort à la porte. C'était l'inspectrice Olivia, accompagnée d'un autre officier. Madame Miller, nous avons besoin que vous veniez avec nous au poste. Il y a eu un nouveau développement dans l'affaire de votre fils. En chemin, Olivia a expliqué que Richard avait tenté de soudoyer un gardien pour faire entrer un téléphone dans sa cellule. Heureusement, le gardien faisait partie d'une enquête interne et a tout enregistré. Au poste,
Ils m'ont montré la transcription de l'appel que Richard avait l'intention de passer une fois le téléphone obtenu. C'était à l'un des hommes à qui il devait de l'argent. Sa voix était claire sur l'enregistrement, « Ma mère a de l'argent planqué. Si je ne peux pas payer, vous savez où la trouver. » Ces mots m'ont glacé jusqu'aux os. Mon fils était prêt à mettre la vie de sa propre mère en danger juste pour se sauver. Madame Miller, a dit Olivia doucement, avec cette nouvelle preuve, nous recommandons une protection temporaire et vous conseillons de déménager. Une fois de plus, la police m'a escortée chez moi. Marissa était déjà là, ayant été prévenue. Elle m'a serré fort dans ses bras dès qu'elle m'a vue. Je te cherche un appartement avec une sécurité complète. Une résidence fermée avec des gardes. J'ai regardé mon petit appartement, les plantes dont je m'occupais chaque jour, les rideaux que j'avais cousus moi-même, la fenêtre qui donnait sur la mer et qui m'apportait la paix chaque matin. Non, ai-je dit, surprise par ma propre voix. Je ne fuis plus. Je ne laisserai pas Richard continuer à contrôler ma vie, même derrière les barreaux. Marissa m'a regardé avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. Diane, ces gens sont dangereux. Je sais. Je serai prudente, mais c'est ma maison, la première que j'ai jamais choisie pour moi-même. Je n'y renoncerai pas. Dans les jours qui ont suivi, nous avons installé un nouveau système de sécurité, caméras, alarmes, serrures renforcées. La police a augmenté les patrouilles, et 2 officiers en civil se relayaient pour surveiller depuis une voiture garée à l'extérieur. Fernanda m'a appelé, paniquée après avoir appris la nouvelle. Diane, s'il te plaît, viens rester avec nous. Je vais bien, ma chérie, l'ai-je rassurée. J'ai ma propre vie maintenant. Des foires artisanales, des amis, même des cours de natation pour seniors. J'ai ri. À 68 ans, je découvre enfin qui je suis quand je ne m'occupe pas d'hommes ingrats. Une semaine plus tard, alors que les choses s'étaient un peu calmées, j'ai reçu une convocation du tribunal pour témoigner au procès de Richard. Marissa, qui était toujours en Floride avec moi, a lu le papier. Es-tu prête? Le voir au tribunal ne sera pas facile. J'ai regardé l'océan, le seul ami qui ne m'avait jamais jugé. Je suis prête. Le palais de justice du centre-ville de Miami était grand et imposant. C'était la première fois que j'y retournais depuis mon départ, et la ville me semblait étrangère. Marissa conduisait pendant que je regardais par la fenêtre. Nerveuse, a-t-elle demandé. Étrangement, non, ai-je dit. J'ai juste l'impression de fermer un chapitre. Dans la salle d'audience, je me suis assise au premier rang avec Marissa. La procureure, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, est venue me serrer la main. Madame Miller, votre témoignage aujourd'hui est crucial. Richard essaie de se présenter comme une victime de manipulation. Il a toujours été doué pour jouer la victime, ai-je murmuré. La porte latérale s'est ouverte et Richard est entré avec 2 officiers. Il avait l'air décharné, le visage creux, ses yeux ont croisé les miens, suppliants, mais j'ai soutenu son regard, calme et stable. Le juge est entré, et tout le monde s'est levé. La procédure a commencé par des formalités. Puis des témoins experts ont décrit la complexité des stratagèmes frauduleux de Richard. Quand mon nom a été appelé, je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la barre des témoins, les jambes tremblantes mais la résolution ferme. Après avoir prêté serment, la procureure a demandé, « Pouvez-vous décrire votre relation avec l'accusé, votre fils ?» J'ai regardé Richard droit dans les yeux. Je l'ai élevé seul après la mort de mon mari il y a 10 ans. Avant cela, nous ressemblions à une famille normale, mais seulement en surface. Que voulez-vous dire par là? Mon mari Edouard, le père de Richard, était également contrôlant et manipulateur financièrement. Richard a appris du meilleur. Et comment votre fils vous a-t-il manipulé financièrement? J'ai tout raconté. Les prêts répétés, les fausses promesses, les menaces subtiles. La dernière fois, il a exigé 300 000 $, la totalité de mes économies, pour payer la dette de sa femme. Quand j'ai réalisé que je ne reverrais jamais cet argent, je suis partie. Qu'est-ce qui vous a finalement décidé à partir après tant d'années? J'ai marqué une pause. C'était le mépris dans sa voix. Quand il a dit, « Ne me déçois pas, maman », j'ai réalisé qu'à ses yeux, je n'étais pas une personne,
juste un portefeuille ambulant. Quelque chose en moi s'est brisé, puis s'est reformé en quelque chose de plus fort. L'avocat de Richard s'est levé pour le contre-interrogatoire, plein d'assurance. Madame Miller, vous considérez-vous comme une bonne mère? J'ai vu la procureure sur le point de s'opposer, mais je lui ai fait signe de me laisser répondre. Pendant des décennies, j'ai cru qu'être une bonne mère signifiait tout donner, l'argent, le temps, même la dignité. Maintenant, je sais qu'être une bonne mère signifie aussi enseigner à son enfant la responsabilité et les conséquences. Vous avez abandonné votre fils quand il avait le plus besoin de vous, a-t-il accusé. Non, j'ai cessé de permettre son autodestruction. Il y a une grande différence. Et ces prétendues menaces que vous prétendez qu'il a proférées, comme ces pratiques que vous les mentionniez maintenant, juste au moment où il négocie un accord de plaidoyer. Je suis resté calme. Les enregistrements parlent d'eux-mêmes. Je ne gagne rien à voir mon propre fils vendre sa mère à des criminels. Je ne vois que de la tragédie. Quand mon témoignage s'est terminé, je suis retournée à ma place, les jambes tremblantes. Marissa m'a tenu la main en silence. Le procès s'est poursuivi avec les dépositions d'employés, de victimes et de Fernanda, qui a décrit les longues années de tromperie. J'ai vu Richard devenir de plus en plus agité, baissant la tête et marmonnant avec colère à son avocat. Lorsque le juge a appelé à une suspension de séance, il m'a regardé une dernière fois, ses yeux n'étant plus suppliants, mais froids et pleins de haine, et cela m'a glacé le sang. Cette nuit-là, dans la chambre d'hôtel, je n'ai pas pu dormir. Ce regard me hantait, le même regard qu'Édouard avait chaque fois qu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Le lendemain matin, nous sommes revenus pour entendre le verdict. La procureure a présenté l'affaire clairement, tandis que l'avocat de Richard a essayé de le dépeindre comme un homme d'affaires qui avait simplement fait des erreurs plutôt que comme un criminel. Quand le juge s'est retiré pour délibérer, Marissa et moi sommes allés dans un café voisin. J'ai remué ma tasse distraitement, puis j'ai remarqué un homme assis à quelques tables de là qui nous observait. Quand je me suis retournée, il a rapidement détourné le regard. Marissa, ai-je chuchoté. Cet homme nous suit. Elle a jeté un coup d'œil subtil. Peut-être un journaliste. L'affaire attire l'attention des médias. Mais sa posture, la façon dont il faisait semblant d'être décontracté tout en continuant à observer, m'a mise mal à l'aise. Je veux retourner au tribunal, ai-je dit. En quittant le café, il s'est levé aussi, gardant ses distances, mais en nous suivant. J'ai informé les officiers postés au tribunal. Ils ont hoché la tête et ont dit qu'ils le garderaient à l'œil. Quand la séance a repris, le juge est revenu. Dans l'affaire de l'État contre Richard Edward Miller, la Cour déclare l'accusé coupable de tous les chefs d'accusation. Une vague de soulagement m'a envahi, suivie immédiatement d'une profonde tristesse. L'enfant que j'avais autrefois bercé dans mes bras était désormais officiellement un criminel. La Cour condamne l'accusé à 12 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 4 ans, ainsi qu'à des amendes et des dédommagements. Richard est resté silencieux. Alors que les officiers venaient l'emmener, il a tourné la tête vers moi. « Ce n'est pas fini », a-t-il dit assez clairement pour que je l'entende. « Tu le regretteras. » En quittant le tribunal, j'ai vu le même homme debout au loin. Je l'ai signalé à la police et il a disparu dans la foule. Nous devons rentrer en Floride tout de suite, ai-je dit à Marissa. Je ne me sens pas en sécurité ici. La semaine suivante, j'ai essayé de reprendre ma routine. La police ne passait plus que périodiquement, disant que les menaces de Richard n'étaient pas crédibles tant qu'il était derrière les barreaux. Un après-midi, en revenant de la foire où je vendais mes broderies, j'ai vu une voiture étrange garée près de mon immeuble. Les vitres étaient teintées, et elle était garée de manière à avoir une vue parfaite sur l'entrée principale. Un malaise m'a envahi. Je ne suis pas entrée. J'ai continué à marcher et j'ai appelé Olivia. Ce n'est peut-être rien, a-t-elle dit, mais laissez-moi vérifier. Restez dans un lieu public. Je suis entrée dans un café voisin, m'asseyant près de la fenêtre. 20 minutes plus tard, des voitures de police sont arrivées. 2 hommes sont sortis du véhicule suspect en essayant de partir, mais ils ont été arrêtés. Mon téléphone a sonné. C'était Olivia. Madame Miller, nous avons arrêté 2 hommes avec un casier judiciaire.
Il portait une arme non déclarée et un bout de papier avec votre adresse dessus. Un frisson m'a parcouru l'échine. Ce sont peut-être des associés de Richard, a dit Olivia. Nous les interrogeons maintenant. Avez-vous un endroit sûr où rester quelques jours? J'ai immédiatement appelé Marissa. Sa réponse a été ferme et rapide. Je suis là dans 1 heure. Nous irons à ma maison de plage en Floride. Personne ne connaît cet endroit. Je suis retournée à mon appartement sous escorte policière pour prendre quelques affaires essentielles. En faisant mes valises à la hâte, j'ai regardé la maison que j'avais construite avec amour. Une fois de plus, je fuyais. Ou peut-être pas. Une idée se formait, quelque chose que l'ancienne Diane n'aurait jamais osé penser. Mais maintenant, cela avait un sens parfait. Quand Marissa est arrivée, je lui ai exposé mon plan. C'est risqué, m'a-t-elle prévenue. Vivre dans la peur pour toujours est plus risqué, ai-je répondu. Je suis fatiguée de fuir. Le lendemain, au lieu de me cacher dans la maison de plage de Marissa, je suis retournée à mon appartement avec un objectif clair. Avec le soutien de l'inspectrice Olivia et de son équipe, nous avons tendu un piège. Les 2 hommes arrêtés plus tôt avaient accepté de coopérer en échange de peines réduites et avaient avoué que Richard, utilisant un téléphone de contrebande en prison, avait engagé quelqu'un pour me faire peur, une expression douce pour quelque chose de bien plus sombre. Il voulait vous faire du mal, a expliqué Olivia. Il veut juste prouver qu'il a encore du pouvoir, même derrière les barreaux. Le plan était simple. Je garderais ma routine normale, agissant comme si de rien n'était, tandis que des agents en civil surveilleraient la zone. Quand l'homme de main se présenterait, il serait pris en flagrant délit. Pendant 3 jours, j'ai vécu sur le qui-vive. Chaque bruit faisait sursauter mon cœur. Chaque étranger qui passait me remplissait de suspicion. Le 4e matin, alors que j'arrosais les plantes sur le balcon, j'ai vu un homme adossé à un poteau de l'autre côté de la rue, fixant directement mon appartement. Nos regards se sont croisés une brève seconde. Je suis vite rentrée et j'ai fait signe à la femme de ménage, en réalité, une policière en civil. C'est lui, ai-je chuchoté. J'en suis sûre. Il a observé pendant environ 30 minutes, puis a lentement traversé la rue en direction de la porte. Le portier, un autre policier déguisé, l'a laissé entrer. Je me suis assise dans le salon, face à la porte, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Les policiers étaient cachés dans la salle de bain, la porte légèrement entr'ouverte. La sonnette a retenti. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert. Madame Diane Miller, a demandé l'homme. Il avait l'air si ordinaire qu'il aurait pu se fondre dans n'importe quelle foule. Oui. J'ai un message de votre fils. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, 3 policiers ont surgi et l'ont plaqué au sol en quelques secondes. Il n'a pas résisté, semblant presque soulagé d'être arrêté. Cet après-midi-là, Olivia est arrivée avec des nouvelles. L'homme avait tout avoué. Richard lui avait promis $5 000 pour donner une leçon à sa mère ingrate. Et qu'est-ce que cela signifiait exactement, ai-je demandé. Olivia a hésité. Il devait saccager votre appartement, vous menacer, elle a marqué une pause, vous laisser quelques bleus. Rien de fatal, juste assez pour que vous vous sentiez en insécurité pour toujours. Je me suis effondrée sur une chaise, les jambes tremblantes. Est-ce suffisant pour ajouter d'autres accusations contre Richard? Largement, a dit Olivia. Agression, complot, sollicitation à la violence et menaces. Cela éliminera toute chance de libération conditionnelle. Une semaine plus tard, j'ai rendu visite à Richard en prison. Il avait l'air stupéfait. Peut-être ne croyait-il pas que je viendrais. Je suis ici pour te dire adieu, Richard, ai-je dit alors que nous étions assis de part et d'autre de la vitre épaisse. Adieu, a-t-il froncé les sourcils. Il a tout avoué, ai-je continué. Tu vas faire face à d'autres accusations et tu pourrais rester ici beaucoup plus longtemps. J'ai fait une pause. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. Je suis venu te dire que je passe à autre chose. Richard a eu un rire amer. Passer à autre chose? Tu as 68 ans. Tu es seul. Non, ai-je dit calmement. Je suis libre.
Et j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Toute ma vie, je ne me suis connue qu'en tant qu'épouse d'Édouard et mère de Richard. Maintenant, j'apprends à être Diane. Il m'a regardée avec un mélange de mépris et de confusion. Alors, qui est Diane? J'ai souri sincèrement. Une femme qui a enfin appris à s'estimer. Une femme qui ne connaît plus la peur. Richard a frappé la vitre avec sa main, furieux. Tu crois que c'est fini? Ça ne l'est pas. Un jour, je sortirai. Quand ce jour viendra, s'il vient un jour, je serai prête. Je me suis levée. Adieu, Richard. En sortant de la prison, je me suis sentie plus légère, comme si je m'étais délestée du poids de toute une vie. Le ciel ce jour-là était d'un bleu éclatant, l'air vif et frais. Marissa attendait dans la voiture. Comment ça s'est passé? A-t-elle demandé. La liberté, ai-je répondu avec un sourire sincère. Un an après avoir laissé mon passé derrière moi. L'automne est arrivé en Floride, peignant les arbres de teintes rouges et orangées. Ma petite entreprise de broderie avait grandi. J'avais 3 élèves, des femmes plus âgées comme moi, qui venaient chaque semaine, surtout pour discuter et partager leurs histoires. Fernanda et les enfants étaient venus me rendre visite 2 fois. Lucas et Mariana remplissaient l'appartement de rire, construisant des châteaux de sable sur la plage et ramassant des coquillages pour décorer le balcon. Fernanda travaillait comme enseignante dans sa nouvelle ville, reprenant lentement confiance en elle. La peine de Richard a été prolongée de 3 ans pour avoir engagé quelqu'un pour me menacer. Olivia me donnait occasionnellement des nouvelles, il était calme maintenant, acceptant peut-être enfin son sort. Un samedi après-midi, en revenant de la foire artisanale, une femme attendait devant mon immeuble. Elle devait avoir la 50aine, avec des mèches grises dans les cheveux et un visage familier. « Êtes-vous Diane Miller » a-t-elle demandé. « Oui. Je suis Christine. Christine Albright. J'étais la femme d'Édouard, avant vous. » Je suis restée figée. Édouard avait un jour mentionné que son ex-femme était instable et cupide. Je voyais maintenant l'ironie de ces mots. « Entrez, je vous en prie », ai-je dit. Nous nous sommes assises dans le petit salon, 2 tasses de thé entre nous. Christine a expliqué pourquoi elle était venue. J'ai lu ce qui s'est passé avec Richard, comment il vous a manipulé pendant des années. Édouard m'a fait la même chose. Quand j'ai lu votre histoire, j'ai su que je devais vous trouver, pour fermer ce chapitre. Comment m'avez-vous trouvé? Ce n'était pas difficile. Votre histoire a été partagée dans des groupes de soutien pour les femmes victimes d'abus financiers. Vous êtes devenu un symbole de force. J'étais surprise. Moi, un symbole? Christine a souri. Une femme de près de 70 ans qui a tout quitté, qui a affronté son propre fils au tribunal. Oui. Diane, vous en avez inspiré beaucoup. Nous avons parlé pendant des heures. Christine m'a raconté comment Édouard l'avait isolée de sa famille, contrôlé chaque centime, lui faisant croire qu'elle était impuissante. Quand ils ont divorcé, il l'a laissée presque sans le sou. Puis il m'a épousée. Son histoire faisait écho à ma propre vie. Quand il est mort, a dit Christine, j'ai ressenti à la fois du soulagement et de la colère. Soulagement qu'il ne puisse plus faire de mal à personne. Colère parce que la justice n'a jamais été rendue. Il n'a jamais fait face aux conséquences. Je comprends, ai-je dit doucement. Avant, je ne blâmais que Richard, mais maintenant je vois qu'Édouard a planté la graine. Mon fils n'était que le résultat de l'exemple qu'il a vu. Le cycle continue, a murmuré Christine. À moins que quelqu'un n'y mette fin. Alors que le soir tombait, nous avons échangé nos coordonnées et promis de rester en contact. Après son départ, je suis restée sur le balcon à regarder le coucher du soleil, pensant à tout cela. Édouard et Richard, père et fils. 2 hommes qui avaient autrefois gouverné ma vie étaient tous 2 partis maintenant. L'un dans la tombe, l'autre derrière les barreaux, laissant derrière eux des cicatrices que j'apprenais encore à guérir. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal, une nouvelle habitude. Aujourd'hui, à 69 ans, je réalise que j'ai passé la majeure partie de ma vie à essayer d'être ce que les autres voulaient que je sois. Une épouse dévouée, une mère sacrificielle, un compte en banque ambulant. Toujours à donner,
toujours effrayée de décevoir. Maintenant, j'apprends à être moi-même, plus forte, plus courageuse, plus capable que je ne l'aurais jamais imaginé. Je ne peux pas récupérer l'argent que Richard a pris, ni les années de mariage étouffant avec Edward. Mais le temps qu'il me reste m'appartient. Pour vivre, respirer, choisir. Sans peur, sans contrôle, sans regret. Le lendemain, j'ai reçu un email de Christine. Elle disait qu'elle avait parlé à plusieurs autres femmes dans des situations similaires et voulait créer un groupe de soutien. J'ai immédiatement accepté. La première réunion a eu lieu dans un café près de la plage. 5 femmes se sont réunies, chacune portant des histoires de contrôle financier et de cicatrices émotionnelles laissées par des maris, des fils ou des frères. Nous avons partagé, écouté, ri, pleuré et célébré de petites victoires. À la fin, Marissa, qui m'avait accompagnée, a dit « Vous devriez en faire quelque chose d'officiel ». Il y a tellement de femmes qui ont besoin d'entendre ces histoires, qui ont besoin de savoir qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. L'idée a rapidement fait son chemin. Quelques mois plus tard, Rebegin, Recommencer, est officiellement née, une organisation à but non lucratif soutenant les femmes ayant subi des abus financiers et émotionnels. J'ai utilisé mes compétences en broderie pour concevoir le logo du groupe, un phénix radieux renaissant de ses cendres. Notre premier atelier public a attiré plus de 50 femmes. Je tremblais en montant sur la petite scène, mais une fois que j'ai commencé à parler, tout est devenu clair. Je m'appelle Diane Miller. J'ai 69 ans. Pendant près de cette décennie, j'ai laissé les autres contrôler ma vie et mon argent. D'abord mon mari, puis mon fils. Jusqu'au jour où mon fils a exigé 300 000 $, presque tout ce que j'avais. Ce jour-là, quelque chose en moi s'est brisé. Et puis je suis renée. J'ai regardé les visages attentifs devant moi. Il n'est jamais trop tard pour dire non. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et il n'est jamais trop tard pour découvrir qui vous êtes vraiment quand vous cessez de vivre pour l'approbation des autres. Des applaudissements ont rempli la salle. 2 ans après avoir tout quitté, j'ai reçu une lettre inattendue. Elle venait de Richard. L'écriture était plus lente, moins impulsive qu'auparavant. Maman, c'est étrange d'écrire ça. Je ne pense plus mériter de t'appeler maman. Je n'écris pas pour demander pardon. Je ne le mérite pas. Je voulais juste dire que j'ai commencé une thérapie en prison. Le thérapeute m'a aidé à voir des choses que je n'avais jamais vues. Que j'ai répété le comportement de papa, voyant les gens comme des outils, pas comme des humains. Je ne cherche pas d'excuses, je reconnais juste la vérité. Tu as eu raison de me faire affronter les conséquences. Peut-être que tu jetteras cette lettre. Je comprendrai. Je veux juste que tu saches que, quoi qu'il arrive, je suis fière de toi. J'ai vu ta photo dans les journaux, parlant à ces femmes. Tu as l'air différente, plus forte. Richard. J'ai lu la lettre plusieurs fois. Mes émotions étaient confuses. Prudence, car je savais trop bien à quel point Richard pouvait être manipulateur. Tristesse, car je pensais à tout ce qui aurait pu être différent. Et quelque part au fond, une fragile lueur d'espoir. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai apporté la lettre à ma prochaine séance de thérapie, une routine saine que j'avais apprise dans ma nouvelle vie. Que voulez-vous faire ? M'a demandé mon thérapeute après que j'ai fini de la lire à voix haute. Je ne sais pas, ai-je dit. Une partie de moi veut croire qu'il change vraiment. Mais une autre partie me rappelle combien de fois j'ai été trompée. Et si les 2 parties avaient raison ? A dit doucement le thérapeute. Et s'il essayait vraiment de changer, mais qu'il n'était toujours pas sûr pour vous de revenir ? Cette question est restée avec moi pendant des jours. Finalement, j'ai écrit une courte lettre en retour. Richard, j'ai reçu ta lettre. Je ne peux pas dire que je crois tout ce que tu as écrit. La confiance, une fois brisée, est difficile à réparer. Mais je reconnais tes efforts pour chercher de l'aide et réfléchir à tes actions. Ma vie est maintenant axée sur le soutien aux femmes qui ont vécu des expériences similaires. J'ai trouvé la paix et un but dans ce travail. J'espère que tu trouveras aussi ton propre chemin. Si ce chemin mène vraiment au changement, peut-être qu'un jour nous pourrons reparler, non pas comme mère et fils comme avant, mais comme 2 personnes essayant de devenir meilleures.
Diane. J'ai posté la lettre sans aucune attente. Des mois ont passé sans réponse, et c'était très bien ainsi. Ma vie avait pris sa propre direction, loin de Richard et de l'obscurité du passé. Le printemps est arrivé en Floride, peignant la ville de couleurs vives. Notre organisation, Rebegin, a grandi rapidement. Nous avions maintenant un petit bureau en ville et une équipe de bénévoles dévoués. 2 fois par semaine, nous organisions des cours gratuits sur la gestion financière, quelque chose que j'avais dû réapprendre à partir de 0 à 68 ans. Fernanda était devenue une collaboratrice régulière, partageant son propre parcours de rétablissement financier et émotionnel. Mes samedis étaient toujours pour mes petits-enfants. Lucas, bientôt 10 ans, adorait pêcher sur la jetée près de mon appartement. Mariana, 8 ans, préférait s'asseoir près de la fenêtre et broder avec moi. Un après-midi, alors que nous brodions ensemble, elle a demandé « Mamie, tu es heureuse maintenant ?» Je me suis figée un instant, regardant son visage innocent, ses yeux curieux. « Oui, ma chérie, ai-je dit doucement. Plus heureuse que jamais. Même sans ton grand-père et ton père. » J'ai choisi mes mots avec soin. Parfois, Mariana, ai-je continué, nous devons nous éloigner des gens que nous aimons pour nous retrouver. Cela ne veut pas dire que nous cessons de les aimer. Cela signifie simplement que nous apprenons à nous aimer nous-mêmes aussi. Elle a réfléchi un moment, ses petits sourcils froncés. Comme quand je veux être seule dans ma chambre, même si j'aime toujours jouer avec Lucas. J'ai ri. Exactement comme ça. En juin de cette année-là, j'ai reçu un appel inattendu. C'était l'inspectrice Olivia. Madame Miller, je vous appelle pour vous informer que votre fils sera transféré dans un programme de travail en semi-liberté le mois prochain. Je me suis figée. Je pensais que sa peine avait été prolongée. Il a montré un bon comportement, a suivi des programmes de réhabilitation, et son avocat a demandé une réduction de peine. Il aura toujours des restrictions strictes, mais il sera autorisé à travailler pendant la journée. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Le vieux malaise revenait. Richard aurait bientôt une liberté partielle. Qu'est-ce que cela signifierait pour moi, pour Fernanda, pour les enfants? J'ai immédiatement appelé Marissa. Penses-tu que je devrais m'inquiéter? Après m'avoir écouté, elle a répondu avec son pragmatisme habituel. Nous allons renforcer la sécurité de l'appartement, au cas où. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'il fera quelque chose de stupide. Il a trop à perdre. Une semaine plus tard, j'ai reçu une autre lettre de Richard. Contrairement à avant, son ton était mesuré et distant. Diane, le mois prochain, je serai transférée dans un programme de travail en semi-liberté. Je voulais que tu l'apprennes de moi, pas de quelqu'un d'autre. Je travaillerai dans un projet de reboisement pendant la journée et je retournerai à l'établissement le soir et le week-end. Je n'ai aucune intention d'interférer dans ta vie. J'ai appris ma leçon. Le thérapeute ici dit que respecter les limites est la première étape vers des relations saines. J'essaie de mettre cela en pratique. Je voulais aussi que tu saches que j'ai contacté Fernanda au sujet des enfants. Elle a accepté que je leur écrive sous surveillance. Peut-être qu'un jour je les reverrai, quand elle estimera que c'est sûr. Le fait qu'il ne m'ait plus appelé, maman, au début ou à la fin de la lettre a attiré mon attention. Richard semblait vraiment reconnaître de nouvelles limites, admettant que l'ancienne relation ne pouvait être réparée. J'ai partagé la lettre avec Fernanda lors de notre prochain appel vidéo. Oui, a-t-elle dit. Je lui ai donné la permission d'écrire aux enfants. Le thérapeute dit que nous ne devrions pas leur faire croire que leur père est un monstre. Ces lettres sont différentes maintenant. Ils posent des questions sur leur passe-temps. Ne fais pas de promesses, ne se plains pas, j'ai demandé, penses-tu qu'il a vraiment changé? Fernanda a haussé les épaules. Peut-être. Ou peut-être qu'il a juste appris à mieux se comporter. C'est pourquoi tout est supervisé. Elle a fait une pause. Et toi, vas-tu répondre? J'ai réfléchi un instant. Je pense que oui. Juste pour accuser réception et maintenir la limite. J'ai écrit brièvement, Richard, merci de m'avoir informé de ton transfert. Je te souhaite bonne chance dans cette nouvelle phase. Je suis heureuse que tu sois autorisé à avoir un contact supervisé avec tes enfants.
Il mérite un bon père, si tu peux vraiment être cette personne. Comme je l'ai déjà dit, j'ai trouvé mon chemin. J'espère que tu trouveras le tien. Diane. Juillet est arrivé avec une chaleur étouffante. Un après-midi torride, j'ai reçu un appel du centre de réhabilitation. Madame Miller, ici Sophia, la gestionnaire de cas. C'est au sujet de votre fils. Mon cœur s'est emballé. Il va bien, il n'est pas blessé. Mais aujourd'hui au travail, il s'est disputé avec un autre détenu, étonnamment, il n'a pas riposté. Il est allé trouver un superviseur à la place. À cause de cela, il est maintenant la cible d'autres personnes, et nous sommes inquiets pour sa sécurité. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Ai-je demandé. Richard a demandé un transfert vers un autre projet où il pourra travailler seul ou sous surveillance étroite. Nous avons une place disponible dans le programme de restauration urbaine, pour replanter des arbres dans un parc près de votre quartier, mais nous avons besoin de votre consentement en raison de votre histoire commune. Je suis restée silencieuse quelques secondes, essayant de comprendre. Richard avait choisi de ne pas réagir, même provoquer quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Et maintenant, il avait besoin de ma permission. A-t-il demandé spécifiquement à travailler près d'ici? Ai-je demandé? Non, madame, a-t-elle dit. En fait, quand il a entendu l'endroit, il a hésité et a demandé s'il y avait une autre option. Mais c'est le seul placement sur disponible. J'étais surprise. Il essayait vraiment de respecter la distance. À quelle distance est-ce de chez moi? Environ 15 pâtés de maison. Et il n'est pas autorisé à quitter la zone. Il sera surveillé en permanence. J'ai pris une profonde inspiration. D'accord, j'accepte. Après avoir raccroché, je me suis demandé si j'étais naïve ou si j'apprenais simplement à faire preuve de compassion sans franchir les limites. J'ai appelé Marissa et je lui ai tout raconté. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-elle dit. Le garder en sécurité ne signifie pas baisser ta garde. Cela signifie simplement que tu es toujours humaine, toujours capable d'empathie. La semaine suivante, Richard a commencé à travailler dans le parc. J'ai changé mon itinéraire pour faire les courses afin de passer occasionnellement par là, en gardant mes distances. De loin, je l'ai vu planter des arbres sous le soleil, plus mince, plus calme. Une fois, il a semblé sentir mon regard et a regardé dans ma direction, mais je ne me suis pas approchée. En août, une autre lettre est arrivée. Diane, je sais que tu m'as vue au parc il y a quelques semaines. Merci de ne pas t'être approchée, et merci d'avoir approuvé mon transfert. Ce travail m'aide à trouver la paix. Il y a quelque chose de profondément apaisant à transformer un espace abandonné en quelque chose de vert et d'utile pour les autres. Je ne demande ni pardon ni réconciliation, j'exprime juste ma gratitude pour une gentillesse que je ne mérite pas. Cette lettre semblait différente, calme, sincère. J'ai décidé de répondre par un petit geste. Le lendemain, j'ai envoyé un ensemble d'outils de jardinage de haute qualité et un livre sur l'aménagement paysager au centre communautaire supervisant le projet. Sans nom, sans attente. Des semaines ont passé sans réponse, et j'étais satisfaite. J'avais appris que les liens sains n'ont pas besoin de réciprocité instantanée ou de contrôle. En septembre, Rebegin a organisé un grand séminaire sur l'indépendance financière des femmes. J'étais l'oratrice principale, partageant mon parcours de la dépendance totale à l'autosuffisance. Ce matin-là, la salle était presque pleine, avec plus de 100 participants. Je suis montée sur scène, le cœur tremblant mais déterminé. Bonjour, ai-je commencé. Je m'appelle Diane Miller. À 70 ans, j'apprends qui je suis quand je ne suis plus définie par les hommes de ma vie. Le public a ri doucement, beaucoup hochant la tête en signe de compréhension. Il y a 2 ans, mon fils est venu chez moi pour exiger 300 000 $, presque tout ce que j'avais. Comme à chaque fois, il pensait que je n'oserais pas dire non. Et comme beaucoup ici le savent, ces schémas n'apparaissent pas du jour au lendemain. Ils se construisent au fil des ans. Pour moi, cela a commencé avec mon mari, qui contrôlait chaque dollar, chaque décision, jusqu'à ce que je croie que je ne pouvais pas gérer ma vie seule. Pendant que je parlais, il y a eu une légère agitation au fond de la salle. Un homme grand et mince est entré discrètement et s'est tenu près de la porte. Mon cœur s'est serré.
C'était Richard. Je me suis figé un instant. Le public a remarqué le changement et quelques personnes se sont tournées pour regarder là où je fixais. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué. Le moment le plus difficile mais le plus libérateur de ma vie a été quand j'ai finalement dit non. Quand je suis sortie de cette maison avec une seule valise et la détermination de ne plus jamais vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. J'ai parlé pendant encore 30 minutes, toujours consciente de la présence silencieuse de Richard au fond. Il ne s'est jamais approché, il a juste écouté. Quand j'ai terminé, le public s'est levé pour applaudir. Des femmes sont venues me voir, partageant leurs histoires, me demandant conseil, me remerciant pour la mienne. Richard est resté au fond, attendant patiemment que la foule se disperse. Quand la salle fut presque vide, il s'est avancé vers moi, lentement, avec hésitation. Ses yeux portaient une vulnérabilité que je n'avais jamais vue auparavant. « Salut », a-t-il dit doucement. « Salut », ai-je répondu. Ton discours était puissant. Et difficile à entendre. Il a marqué une pause, puis a ajouté, « Merci pour les outils de jardinage. » Nous sommes restés en silence, la distance entre nous à la fois étrange et déchirante. « Comment as-tu su pour cet événement ?» ai-je finalement demandé. Fernanda l'a mentionné dans une lettre, a-t-il dit. J'ai eu une permission spéciale pour venir, juste pour écouter. J'ai hoché la tête, réalisant pour la première fois qu'il ne présumait plus de la permission, mais qu'il la demandait. « Tu vas bien ?» ai-je demandé sincèrement. « C'est différent maintenant », a-t-il dit après une longue pause. « J'apprends à vivre avec mes conséquences, à exister sans manipuler, sans contrôler personne. » Il m'a regardé droit dans les yeux. « C'est plus difficile que je ne le pensais. » « Ça l'est généralement, ai-je répondu. Richard a regardé sa montre. « Je dois y retourner. Je n'ai le droit de sortir que 2 heures. » Il a hésité, puis a ajouté, « Tu as transformé quelque chose de terrible en quelque chose de significatif. » Je suis. Quel est le mot juste? Pas fier. Exactement. Peut-être impressionné. Ou même inspiré. Alors qu'il se tournait pour partir, j'ai appelé sans réfléchir, « Richard. » Il s'est arrêté et s'est retourné. « Voudrais-tu qu'on aille prendre un café un de ces jours? Dans un lieu public. » Bien sûr, a-t-il dit, sincèrement surpris. J'aimerais beaucoup. Je ne promets rien, pas de réconciliation, ai-je ajouté. Je comprends, a-t-il dit doucement. Cela signifie déjà plus que je ne le mérite. Une semaine plus tard, nous nous sommes retrouvés dans un café bondé près du parc où il travaillait. Un agent de probation était assis à quelques tables de là, surveillant discrètement. La conversation a commencé maladroitement. Tous les deux essayant d'entrer en territoire inconnu, non pas comme mère et fils au sens ancien, mais comme 2 adultes essayant de construire un autre type de lien. « Comment vont les enfants ?» a demandé Richard après avoir commandé un café. « Ils vont bien, ai-je dit. Lucas est obsédé par l'astronomie, et Mariana apprend à jouer de la flûte. » Richard a souri faiblement. Ils l'ont mentionné dans leur lettre. Fernanda m'a même envoyé quelques photos. J'ai bu une gorgée de café, rassemblant le courage de demander ce qui me trottait dans la tête. Richard, qu'est-ce qui t'a amené à voir les gens comme des outils à utiliser? Il a regardé par la fenêtre pendant un long moment, son profil me rappelant brièvement celui de son père. Probablement depuis que je suis enfant, a-t-il dit lentement. J'ai vu comment papa te traitait, comment il obtenait toujours ce qu'il voulait. Ça semblait fonctionner. Alors j'ai appris de ça. À l'école, au travail. Contrôler les gens me donnait l'impression de gagner. Jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Et maintenant, ai-je demandé. Maintenant, j'apprends qu'être efficace n'est pas tout. Les vraies relations demandent des concessions mutuelles, pas de l'exploitation. J'essaie de me souvenir que les gens ne sont pas seulement des moyens pour arriver à une fin. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Il n'y a pas eu de larmes, pas de réconciliation dramatique, juste 2 personnes parlant honnêtement, peut-être pour la première fois. Quand nous nous sommes dit au revoir, Richard a demandé, « Voudrais-tu qu'on se revoie ?» Peut-être, ai-je dit. Un pas à la fois. Le lendemain matin, en me promenant sur la plage avec Marissa, elle m'a demandé, « Penses-tu qu'il a vraiment changé ?»
Je pense qu'il essaie, ai-je dit. Et c'est déjà plus qu'Edouard n'a jamais fait. Et toi? Es-tu prête à lui pardonner? J'ai regardé les vagues s'écraser et se reformer sans fin. Le pardon n'est pas quelque chose que l'on fait une fois pour toutes, ai-je dit doucement. C'est quelque chose que l'on pratique chaque jour. J'apprends à lui pardonner, et à me pardonner d'avoir laissé faire si longtemps. Cet après-midi-là, je me suis assise sur mon balcon et j'ai écrit dans mon journal. Aujourd'hui, à 70 ans, je réalise que la vie offre rarement des fins parfaites. Il n'y a aucune garantie que Richard ait vraiment changé ou qu'il restera sur le droit chemin. Et il n'y a aucune promesse que je ne faiblirai plus jamais. Mais peut-être que la vie ne consiste pas à trouver des fins parfaites. Elle consiste à recommencer, autant de fois que nécessaire. Elle consiste à briser les cycles néfastes, même quand cela semble impossible. Elle consiste à croire que nous pouvons être plus grands que nos pires erreurs. Les 300 000 $ que Richard m'a demandé il y a 3 ans étaient le prix de ma liberté. Un prix élevé, mais dérisoire comparé au coût d'une vie qui n'était pas la mienne. Je ne suis pas riche maintenant. Je vis simplement, je gagne assez avec la vente de mes broderies et mes modestes économies. Mais je suis plus riche que jamais, riche d'amitié sincère, d'un but, de paix et d'un courage que je ne me connaissais pas. S'il y a une leçon que je veux laisser à mes petites filles et aux femmes que je rencontre grâce à Rebegin, c'est celle-ci, il n'est jamais trop tard pour dire non. Il n'est jamais trop tard pour découvrir qui vous êtes vraiment une fois que vous cessez de vivre pour plaire aux autres. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. À 70 ans, je ne terminais pas mon histoire. Je commençais enfin à en écrire les chapitres les plus vrais. J'ai fermé mon journal et j'ai regardé le coucher de soleil projeter des teintes orangées et violettes dans le ciel. Demain apporterait une autre journée à l'organisation, une autre chance de transformer la douleur en but, de transformer l'expérience en une force qui aide les autres. La sonnette a retenti. Marissa est apparue, tenant une bouteille de vin. Pour fêter ça, a-t-elle dit en entrant. Fêter quoi? 3 ans que tu as dit non. 3 ans de liberté. Nous avons ri et levé nos verres à la lumière du crépuscule. Au courage, ai-je dit. Marissa a souri et a corrigé, a dit Anne. La femme qui a enfin commencé à vivre sa propre vie. Peut-être que ce qui m'a changé, ce n'est pas le temps, mais la prise de conscience que l'amour ne peut exister là où règne le contrôle et la peur. La famille ne devrait pas être l'endroit où nous nous perdons, mais celui où nous grandissons et nous redécouvrons après les blessures. Je pensais autrefois que le pardon était quelque chose que nous donnions pour que les autres trouvent la paix. Mais j'ai appris que c'est un cadeau que nous nous offrons à nous-mêmes, pour être libres. Si vous avez déjà eu à choisir entre rester par devoir ou partir pour trouver la paix, j'espère que mon histoire vous aidera à voir que s'éloigner n'est pas toujours la fin. C'est parfois le début d'une vie où vous vivez enfin pour vous-même, et non pour quelqu'un d'autre. Et vous? Avez-vous déjà dû laisser partir quelqu'un ou quelque chose pour recommencer? Partagez votre histoire avec moi dans les commentaires, car peut-être que votre histoire sera la force dont quelqu'un qui se sent perdu a besoin. Et si vous souhaitez continuer à marcher à mes côtés à travers ces voyages de courage et de guérison, restez ici avec moi, pour que nous puissions continuer à apprendre comment aimer sans nous perdre.